nous avons, j'ose le dire, la chance de recevoir Monsieur Rapin, enseignant à l'université de Metz, qui va toucher un sujet, hélas, de très haute actualité, le management et la domestication des êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? Je suppose tout au moins, c'est effectivement très très chaud, et donc je lui laisse la parole et nous verrons ce que donnera la confrontation, je m'excuse si je choque sa modestie, de la philosophie à ce sujet. La parole est à Monsieur Rapin. Merci pour cette introduction, merci pour cette invitation. Donc, le thème que je me propose de traiter devant vous en une petite heure, parce qu'on m'a fait signe qu'il fallait plutôt se diriger vers les 50 minutes, et donc celui du management et de la domestication de l'homme. On ne laisse guère depuis 30 à 40 ans, depuis les années 80, de parler de management, gestion, coaching, accompagnement, motivation, performance. Les mots de l'organisation s'imposent comme le principal champ sémantique dont on n'aura de cesse de signaler à la fois la pauvreté et l'élasticité, c'est-à-dire qu'on peut appliquer ces mots à pratiquement tout et n'importe quoi. Donc ce champ sémantique que l'homme contemporain déploie pour dire le monde et l'amener à la présence. De telle sorte qu'on ne puisse nier que le triomphe d'un projet dont Taylor annonçait dès 1911 dans ses principes de management scientifique qu'il pouvait s'appliquer à tous les types d'activités humaines. À l'époque, on peut observer, par exemple, des études montrant de quelle façon il était plus performant pour une ménagère de servir le café, à une main ou à deux mains. Ce qui rejoignait tout à fait les études sur les gestes de l'ouvrier dans l'usine. Ouais, donc appliquer ça à tout type d'activité humaine. Il nous faut prendre deux précautions avant d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder la question de la domestication, non plus de l'être comme chez Peter Sloterdijk, mais de l'homme. Quelles sont ces deux précautions? Il s'avère expédient d'une part de préciser la phénoménologie du management, c'est-à-dire la façon dont il nous apparaît, afin de prendre compte de sa massivité et de le considérer avec toute l'attention qu'il se doit, et d'autre part de donner quelques éléments définitoires, de définition, car la langue courante, la doxa, disait Platon, ne permet guère d'accéder à l'intelligibilité d'un tel phénomène. Soyons en premier lieu factuels. 18,4% des étudiants français, et l'ordre de grandeur vraisemblable pour les étudiants occidentaux, sont inscrits dans un cursus de management. Ce qui ne prend pas en compte les études de psychologie, notamment de psychologie du travail, de sociologie, notamment de sociologie du travail, ou encore d'ingénierie. On dispense beaucoup de cours de management dans les écoles d'ingénieurs, qui intègrent soit à petite dose, soit massivement des enseignements de management. À vue d'œil, si on cumule tout cela, on arrive à plus d'un étudiant sur 5 qui apprend le management à l'université ou dans les grandes écoles. En d'autres termes, les pays développés forment un étudiant sur 5 à devenir manager, avec toutes les disciplines que ce terme peut recouvrir: management stratégique, contrôle de gestion, système d'information, logistique, management de la qualité, marketing, management des ressources humaines, etc. Soyons en second lieu phénoménologues et observons le récit d'une vie contemporaine. Naissance dans une maternité, crèche ou assistance maternelle agréée par la PMI, école maternelle et primaire, collège, lycée, université ou grande école, travail ou prise en charge par Pôle emploi, loisirs, vacances, association de jeunes retraités, maison de repos, hôpital, cimetière. Nous nous trouvons tout au long de notre vie en prise avec les organisations, de façon directe ou indirecte, et je pense pouvoir affirmer que le trait de notre époque est celui d'être d'un monde d'organisation, étant entendu que l'organisation que je définis ici comme une activité collective finalisée est précisément le lieu de déploiement du management. Par voie de conséquence, je dirais, pour passer du registre phénoménologique à la conceptualisation métaphysique, que nous sommes devenus des êtres jetés dans les organisations, dès la maternité. Ou encore que l'organisation est devenue le site de déploiement de l'être à l'époque de la planétarisation. C'est-à-dire que l'être se donne à voir à travers les organisations.
Plus prosaïquement, le management engage la condition humaine et le statut du monde, c'est dire s'il faut le prendre au sérieux. Venons-en à notre seconde précaution. Lieu commun, le management fait souvent l'objet d'une économie de réflexion. Devenu naturel et comme consubstantiel à l'homme contemporain, il va de soi et ne requiert pas d'effort d'intelligibilité particulier. Aussi, les managers et les enseignants-chercheurs se contentent-ils soit de banalité, soit de recherche technicienne et utilitariste. Mais peu de personnes se penchent sur les textes fondateurs afin de donner à voir le projet tout à fait spécifique et cohérent qu'est le management. C'est-à-dire la vision du monde dans laquelle nous sommes anthropologiquement plongés aujourd'hui. Retenons les points suivants, les 5 points suivants. Premièrement, le management est un ensemble de connaissances scientifiques qui s'est constitué pendant la révolution industrielle. Les diplômes et les concours, les unités de formation et les laboratoires de recherche témoignent de cette scientificité du management. Deuxièmement, plus qu'une science, le management est une technoscience. Il a été fondé par des ingénieurs pour des ingénieurs. Si je peux citer 3 noms qui correspondent à 3 périodes successives. Charles Babbage pour le début du 19e siècle, la première partie du 19e siècle. Taylor pour la charnière du 19e et du 20e siècle. Et Herbert Simon pour la seconde partie du 20e siècle. J'y reviendrai après. Une fois l'homme décomposé et désarticulé par le matérialisme des Lumières, ces ingénieurs tentèrent de rationaliser le fonctionnement des machines et de l'organisation du travail en y amplifiant les caractéristiques de la mécanique humaine. Alors, ce qu'il faut noter, mais je n'y reviendrai pas, c'est que généralement on dit que la machine a servi de modèle à l'homme, c'est l'inverse, c'est parce qu'on a pu décomposer l'homme par la philosophie matérialiste qu'on a pu mettre en place effectivement l'extension de la machine. Troisièmement, la finalité de cette technoscience, qui est donc le management, est le gouvernement des hommes dans les ateliers et les bureaux, bref, en situation de travail. Tout comme les machines, l'efficacité ou le rendement d'un travailleur correspond au minimum de pertes enregistrées entre l'énergie investie et le résultat obtenu. Ce qui s'appelle conservation de l'énergie en thermodynamique devient contrôle en management. Quatrièmement, ce projet de gouvernement politique, en ce qu'il organise la vie d'une communauté, se distingue à la fois du libéralisme et du socialisme, car il rejette l'individualisme du premier et la conflictualité du second. Conflictualité, je fais référence à la lutte des classes. Le management aspire à la coopération, à l'harmonie, il est profondément pacifiste, son nom s'appelle gouvernance ou encore ordre mondial, parce qu'on prend en vue non plus une organisation en particulier, mais la planète de façon plus générale. Cinquième et dernier point. En dernier ressort, le management s'appuie sur l'amitié, dont Taylor fait le fondement de sa démarche scientifique. Ça, c'est très étonnant. Mais il s'agit plus précisément d'une sécularisation du messianisme des Quakers, puisque Taylor appartenait à la société religieuse des Amis. Ce messianisme rejette à la fois l'autorité de l'Église et celle de l'Écriture, au nom de l'immédiateté de la fraternité et du partage de l'illumination intérieure. Donc on a, je clôt ce dernier point, je reviendrai peut-être dans la discussion, dans le management, une sécularisation d'une hérésie chrétienne qui était la religion des Quakers. En synthèse de ces 5 caractéristiques que je viens de passer en revue, on peut affirmer que le management correspond ni plus ni moins à l'utopie du projet de la société industrielle, puis post-industrielle. À ce dessin d'un monde parfaitement et intégralement régi par des mécanismes d'ajustement permanents qui sont source d'efficacité et de paix, de performance et de concorde. Voici pourquoi, soit dit au passage, la mode actuelle des Chief Happiness Officers, qu'on traduit par responsable du bonheur, n'est en rien un accident de l'histoire, mais bien plutôt l'expression même de l'essence du management. Cette définition du management n'est pas sans poser un certain nombre de questions qui petit à petit nous orientent sur le chemin de notre préoccupation première, à savoir le thème de la domestication de l'homme. La première question est la suivante. Comment transforme-t-on un paysan ou un artisan en ouvrier spécialisé? La seconde est la suivante. Comment fait-on aimer un travail aliéné à ce nouvel homme? Voici enfin la dernière. Comment étend-on cette logique de l'usine à toute forme d'organisation, y compris entre autres la famille, l'école et l'hôpital? Il se joue derrière ces interrogations, vous le comprenez dès maintenant, rien de moins qu'une opération de démiurgie
qui vise à abattre les aspérités de l'histoire et la consistance de la tradition, c'est-à-dire le vieux fond tragique de la condition humaine considérée en sa finitude, en vue de l'édification d'un monde efficient et heureux, en vue d'une société parfaite. Commençons par le début et observons la privation qui constitue le socle sur lequel l'édifice de la révolution industrielle se bâtit. Cette privation est une amputation, et plus précisément une amputation de la main. On dira encore que la société industrielle est une société de l'émancipation, car elle ôte le travail de la main du travailleur. Émancipare provient en effet de l'expression ex manu capere, retirer des mains. Mais pourquoi donc vous parlez de la main? Je lis ici un passage d'Heidegger. Un apprenti menuisier, par exemple, quelqu'un qui apprend à faire des coffres et choses semblables, ne s'exerce pas seulement dans cet apprentissage à manier avec habileté les outils. Il ne se familiarise pas non plus seulement avec les formes usuelles des choses qu'il a à construire. Il s'efforce, quand il est un vrai menuisier, de s'accorder avant tout aux diverses façons du bois, aux formes y dormant, au bois lui-même tel qu'il pénètre la demeure des hommes et, dans la plénitude cachée de son être, s'y dresse. Ce rapport au bois est même ce qui fait tout le métier, qui sans lui resterait enlisé dans le vide de son activité. Ce à quoi l'on s'occuperait alors n'est plus déterminé que par le seul profit. Tout travail de la main, tout agir de l'homme est exposé toujours à ce danger. Fin de citation. Bien sûr, le travail relève d'une maîtrise et d'une habileté patiemment acquise tout au long des essais, des succès, des erreurs qui jalonnent l'expérience, les années d'expérience. Évidemment, le savoir-faire est indispensable à l'exercice du métier qui, sans l'apprentissage préalable des techniques, ne pourrait s'élever à la fabrication d'une œuvre. Il ne s'y réduit pourtant pas, car précisément le travail authentique se fait jour quand le maître se libère du projet de maîtrise que l'arsenal technique projette sur les étangs, sur le monde, sur les choses, qu'il voit non seulement comme un champ d'application d'une recette élaborée au préalable. L'attention au monde qui se manifeste aussi bien dans les palpables nervures du bois que de la mystérieuse Stimmung, l'ambiance d'un foyer, constitue le cœur de l'activité sans lequel le travail ne serait qu'exécution machinale de modes opératoires définis en amont. Petite parenthèse, il y a une analogie assez forte, je pense, entre le passage d'Heidegger ici, sur cette expérience du monde qu'est la menuiserie, et les arts martiaux, notamment dans le lâcher-prise et dans l'oubli de la technique derrière la présence au monde. Fin de la parenthèse. Ainsi, loin de se réduire à la préhension ou à la force motrice, la main est également ouvrage, mais encore salut, offrande, dissimulation, étreinte, caresse, coup, remerciement, pacte, serment, prière, rituel, meurtre. Certes, la main concerne la technique, car artisans et ouvriers font état de leur savoir dans la réalisation de l'œuvre, mais ce que les mains accomplissent en premier a à voir avec la communauté, avec le Mitdasein, disait Heidegger, avec le souci mutuel qui habite l'homme et révèle son humanité. De ce point de vue, l'émancipation industrielle se trouve à l'origine à la fois et en même temps de l'éradication des métiers et de la suppression des communautés. En effet, l'ère du management scientifique, qui s'ouvre avec la révolution industrielle, correspond à l'abandon du rôle prioritaire de la main dans l'activité humaine, au profit de la mécanisation puis de l'automatisation des tâches. On peut prendre pour point de départ l'ouvrage de Charles Babbage, paru en 1833, avec pour titre « Traité sur l'économie des machines et des manufactures », dans lequel l'auteur décrit les moyens techniques fondés sur la vapeur, requis pour effectuer des travaux trop puissants ou trop délicats pour la main de l'homme. Le même raisonnement est tenu par Charles-Pierre Lefebvre de Laboulaye en 1880, dans son Économie des machines et des manufactures d'après l'ouvrage de Charles Babbage, une adaptation qui mêle les traductions littérales et les commentaires de l'ouvrage. Je cite « Une machine complète offre le moyen de faire mouvoir par l'action des puissances naturelles l'outil même que l'ouvrier manie à la main ou une dérivation simple de cet outil. » Fin de citation. Notons le point suivant. Loin de se limiter à une simple substitution, les rapports de l'ouvrier et de la machine offrent le spectacle du transfert de la main qui quitte le premier pour gagner la seconde. Ainsi, Babbage peut-il parler des « bras de géant » des machines, une expression qui est reprise par Laboulaye. Ce dernier évoque également les doigts de fer qui caractérisent, je cite, l'admirable invention mécanique de l'étirage.
Ce transfert s'appuie sur la distinction entre le faire et le fabriquer. Car si les mains de l'ouvrier et de l'artisan sont capables de la première opération, faire quelque chose, elles sont bien trop menues et maladroites pour assumer un processus de massification de la production. En 1859, Louis Raybaud se trouve mandaté par l'Académie des sciences morales et politiques pour enquêter sur le régime des manufactures de soie. Il voit sous ses yeux se transformer l'industrie continentale qui prend modèle sur son homologue britannique. Je cite, « Il se passe quelque chose d'analogue à ce qui s'est passé en Angleterre vers la fin du siècle dernier pour les laines et les cotons, quand les métiers mécaniques se substituèrent aux métiers à bras. » Il ajoute, après ce constat, une remarque ironique et de mauvais goût, qui possède toutefois le mérite de pointer l'ancienne importance de la main. Je cite, « On peut dire de l'ancien procédé qu'il mourut les armes à la main. » Fin de citation. Humour du 19e siècle. Quant à Taylor, il identifie dès le premier chapitre des principes du management scientifique les 3 conditions de l'inefficacité au travail, ou du travail. Primo, l'illusion que l'augmentation de la production de chaque employé finira nécessairement en départ ou licenciement. Secondo, un système managérial défectueux qui encourage la flânerie comme moyen de protection des intérêts ouvriers. J'y reviendrai tout à l'heure. Tertio, l'application du sens commun et de la règle générale plutôt que l'étude scientifique des procédés. Or, cette règle générale se nomme en anglais « rule of thumb », littéralement « la règle du pouce ». Et c'est bien cette expression que Taylor utilise. Ce faisant, il condamne bien sûr l'empirisme et le tâtonnement de la tradition, mais il pointe également le caractère manuel, donc approximatif selon son jugement, du travail. Le pouce nous renvoie également à la période révolutionnaire, qui imposa des systèmes de mesures abstraits et uniformes pour se débarrasser des mesures locales fondées sur la singularité du corps humain, le pouce, le pied, l'aune, la brasse, la coudée, etc. Henri Le Chatelier, admirateur et importateur français de ce qu'il nomme le système Taylor, utilisera exactement la même image. Je cite, « On s'en rapporte trop facilement au pouce et à l'œil de l'ouvrier », écrit-il dans Sciences et Industrie. La même expression se retrouve 10 ans plus tard, dans les conférences données à l'École sociale d'action familiale du Moulin-Vert. On y lit en effet que l'emploi du pouce et de l'œil, suffisant pour les anciennes fabrications empiriques, serait tout à fait inopérant aujourd'hui. Cette migration de la main vers la machine s'accompagne d'une ingénierie organisationnelle caractérisée par une division du travail qui opère tant sur le plan vertical qu'horizontal. D'un côté, la séparation entre la conception, réservée aux ingénieurs, et de l'autre, l'exécution de tâches dont les mouvements ont été définis à l'avance, y compris, ça on l'oublie, avec l'accord, voire l'aide des ouvriers. Or, une telle dépossession et une telle fragmentation du travail ne pouvaient évidemment pas aller de soi. On ne transforme pas un paysan en ouvrier de la même manière que l'on déplace un bibelot sur le buffet du salon. C'est alors qu'intervient chez Taylor la lutte contre la flânerie, et en creux la question du désir. L'ingénieur américain distingue 2 types de flânerie. Le premier s'exprime par le verbe « to laugh », qui renvoie à l'idée de traîner, de traînasser, voire de flemmarder. L'obsession de la cadence, du rythme, de la vitesse, voire de l'accélération, fait la chasse au frein, au ralentissement, à l'obstacle. À ce titre, on peut rapprocher to laugh de plusieurs synonymes utilisés par Taylor: underworking, slow working, to hang around, to take it easy, lazy, easy gate, to lag behind, etc. Tous ces termes font apparaître un défaut, un manque. Le registre est linéaire, quantitatif. Les ouvriers n'accomplissent pas toutes leurs qualités naturelles, alors que celles-ci furent pourtant partie intégrante de leur sélection. Mais Taylor utilise un second terme pour désigner la flânerie, soldiering, du verbe to soldier. Taylor distingue 2 causes rendant compte du phénomène universel de la flânerie. Tout d'abord, l'homme possède un penchant naturel à la paresse, à la fainéantise, à la lenteur. C'en est même une évidence qui est impossible de remettre en cause. Je cite en traduisant, c'est absolument une évidence que l'homme moyen travaille lentement. Il n'y a guère qu'une pression extérieure, c'est-à-dire une contrainte, qui puisse amener l'ouvrier à adopter un rythme plus rapide. À cette flânerie naturelle s'en ajoute une seconde, la flânerie systématique.
Il s'agit ici d'une flânerie délibérée, volontaire et calculée. Non plus le penchant de notre nature, mais la prise en compte d'un intérêt de classe devant la fixation du salaire par le patron pour chaque catégorie d'employés. Si l'employeur venait à découvrir que l'ouvrier peut produire plus dans le même temps imparti, il lui demanderait de le faire à salaire constant afin d'en tirer des gains de productivité. C'est pourquoi les ouvriers demandent aux meilleurs d'entre eux de ralentir la cadence, y compris par l'exercice de menaces. C'est pourquoi les anciens apprennent ce comportement aux nouveaux. La flânerie se dresse alors en routine, elle s'érige en tradition. Ce second type de flânerie est d'abord une dissimulation. Et c'est évidemment tout à fait insupportable pour le Quaker qu'est Taylor. Pour Taylor, qui fait du travail une valeur centrale, la paresse naturelle était déjà condamnable. Mais que dira alors de la flânerie qui contient dans son essence propre tromperie, mensonge et malhonnêteté envers l'employeur? Mais loin de se limiter à cette condamnation morale, le malaise de Taylor est en outre économique. La flânerie dépense dans la dissimulation une énergie qui aurait pu être convertie en travail. Elle est gaspillage, dispersion d'énergie, calcul irrationnel. C'est le sens même du terme soldiering qui nous met sur cette piste. Le dictionnaire en donne la définition suivante: to make a pretense of working while really loafing. Donc faire semblant de travailler alors qu'on est en train de penser à autre chose, on va dire. On y retrouve le sens de la feinte décrit au paragraphe précédent. Mais pourquoi utiliser ce terme qui renvoie au champ sémantique guerrier que Taylor affectionne particulièrement? Car le premier sens du verbe to soldier est celui de servir comme soldat. S'il y a donc une expression française qui pourrait reprendre cette même connotation, c'est celle de tir au flanc. Le tir au flanc est en effet le soldat engagé dans la bataille qui refuse d'aller au front et se déporte sur le flanc. Il n'est pas celui qui s'arrête paralysé par la peur en pure perte d'énergie, mais celui qui initie une déviation de cette énergie. Il est assez à l'origine d'un déséquilibre susceptible de menacer l'harmonie générale du bataillon, avec comme conséquence fatale la désorganisation. On comprend alors tout l'enjeu qui se porte autour de la flânerie comme soldering. Le management scientifique a certes pour finalité de remédier à la paresse et de se poser en prothèse d'une nature humaine défaillante, mais plus encore, il porte son action sur la rectitude du désir, sur sa rectification, sur son redressement, comme l'on parle d'une maison de redressement, afin d'éluder toute possibilité de subversion qu'offre la déviation ou le détournement de l'énergie. Aussi, la centralité de la flânerie chez Taylor nous autorise-t-elle à revenir sur des pensées contemporaines, considérant le désir pour objet central du management. C'est le cas entre autres de deux auteurs dont je pense que vous ne parlez pas beaucoup ici, Michel Foucault et de Frédéric Lordon. Frédéric Lordon qui était le philosophe de Nuit debout. Dans son cours de 72-73 au Collège de France, qui s'appelle La société punitive, que l'on suppose être préparatoire à son livre plus célèbre qui s'appelle Surveiller et punir, Foucault part du postulat suivant, je cite, « Le temps et la vie de l'homme ne sont pas par nature travail, ils sont plaisir, discontinuité, fête, repos, besoin, instant, hasard, violence, etc. » Fin de citation. La vie est expression luxuriante et désordonnée du désir, anarchie des affects, d'où le rôle du management énoncé dès la phrase suivante chez Foucault, je cite, « Or, c'est toute cette énergie explosive qu'il faut transformer en une force de travail continue et continuellement offerte sur le marché. » Fin de citation. Les travailleurs, principalement des paysans arrivant en ville lors de la fin de saison à la campagne, ne sont guère habitués à la standardisation des tâches, au respect des délais et des heures. Ils ne reconnaissent guère la légitimité de l'autorité et importent dans l'atelier leur mode d'être des champs. Il s'agit donc, pour reprendre les termes du philosophe, de fixer leur énergie sur l'appareil de production. Je cite Foucault, « Ce qui est en question, c'est un rapport de fixation à l'appareil de production. » Si le développement des institutions judiciaires et carcérales s'avère efficace pour lutter contre la déprédation, les vols, les sabotages, la question qui hante l'employeur est celle de la dissipation de l'énergie qui prend la forme, je cite, de l'absentéisme, des retards, de la paresse, des fêtes, de la débauche, du nomadisme, bref, de tout ce qui est de l'ordre de l'irrégularité, de la mobilité dans l'espace.
Fin de citation. C'est vrai que les historiens, je fais une petite parenthèse, ont montré que les patrons éduquaient les paysans devenus ouvriers à placer leur argent sur un livret d'épargne plutôt que d'aller le dépenser au bistrot. Donc il y a toute une éducation effectivement du désir qui est faite à côté même du travail. D'où le fait d'ailleurs de vouloir prendre en charge la totalité de la vie de la famille, pas seulement de l'ouvrier. Bien, Foucault, en conclusion de ce cours, affirme que la mise en place de la société disciplinaire, qui repose sur la pénalisation de l'existence et la logique de l'examen, est la réponse à la problématique de la fixation du désir sur l'appareil de production. Le contrôle continu qu'est l'examen repose sur le savoir. Taylor en était parfaitement conscient, lui qui reprochait aux managers de ne pas connaître le travail des ouvriers qu'ils encadrent. Je cite Taylor, je le traduis. Le plus grand obstacle à la coopération harmonieuse, une coopération harmonieuse, là c'est le fond quakerien de Taylor qui revient, donc à la coopération harmonieuse entre les ouvriers et le management, repose dans l'ignorance qu'ont les managers de ce que font vraiment les ouvriers. Donc il faut passer par l'étude scientifique de ce que font les ouvriers pour mieux pouvoir gouverner leurs désirs. Toutefois, alors que Foucault perçut génialement la mise en place d'un contrôle continu visant à transformer le temps en production, il reste à centrer sur la question de la fixation et du branchement, on dirait de la connexion aujourd'hui, du désir, c'est-à-dire sur l'apprentissage d'une immobilité corporelle, ce qu'on pourrait appeler la docilité des corps, sans aborder la question de l'alignement du désir des employés sur celui de l'employeur. Et pourtant, cet aspect déjà bien présent chez Taylor et connu une importance grandissante au fur et à mesure du développement et de la sophistication des techniques managériales. Comme le note Frédéric Lordon, dans un livre qui s'appelle « Capitalisme, désir et servitude », si la mobilisation est bien ce qui fait mouvoir les corps, alors, je le cite, elle est affaire de collinéarité. Il s'agit d'aligner le désir des enrôlés sur le désir maître. Dit autrement, si le conatus, disons si le désir à enrôler est une force allante d'une certaine intensité, il s'agit de lui donner la bonne orientation, c'est-à-dire une direction conforme à la direction du désir patronal, que celui-ci soit un individu ou une organisation. Fin de citation. Pour reprendre au développement précédent, si le paresseux et le vagabond ont besoin d'être fixés sur l'appareil de production, l'alignement des désirs s'adresse quant à lui au flâneur, lui qui est toujours déviant ou tangent par rapport à l'orthodésir. En termes géométriques, le désir du flâneur n'est pas perpendiculaire à celui de l'employeur, comme l'est celui du paresseux. Il lui est finalement assez proche, même trop proche pour que l'écart soit détectable. D'où le danger qu'il représente, car cet interstice peut être le lieu d'une subversion, voire même, pour certains auteurs révolutionnaires, d'une révolution. Il est d'ailleurs tout à fait significatif que Taylor étendit la logique du savoir-pouvoir à l'âme, loin de se contenter du corps. Je cite Taylor, je le traduis. Il y a un autre type d'enquête scientifique à laquelle on a fait référence plusieurs fois dans cet ouvrage, donc les principes de l'agence scientifique, et qui devrait recevoir une attention tout à fait spéciale. C'est l'étude précise des motifs qui influencent l'action humaine. C'est avec l'ingénieur que la motivation fait son entrée sur la scène du management, faisant de Elton Mayo, Kurt Lewin, etc. ses héritiers. Alors, l'alignement du désir se produit chez Taylor dans la corrélation qui est instituée entre la cadence et le salaire, puisqu'il va y avoir l'invention du salaire à la pièce avec Taylor. Donc plus je produis, plus j'aligne mon désir, et plus je vais pouvoir gagner à la fin du mois. Mais la reconnaissance n'est pas seulement financière, elle est aussi psychologique, car le travailleur doit être encouragé à améliorer les méthodes en vigueur. Le projet Taylor n'est pas simplement un réajustement matériel de l'atelier, c'est certes un dressage des corps, mais c'est fondamentalement, je le cite, « a complete change in the mental attitude », donc un changement radical des attitudes mentales des travailleurs et des managers. Donc le management est une révolution anthropologique. Il transforme l'outillage mental, pour reprendre l'expression de l'historien Lucien Febvre.
Une discipline des sciences de gestion s'est faite une spécialité d'étudier le redressement du désir des travailleurs. Il s'agit du comportement organisationnel, qui désigne l'étude des comportements des individus qui évoluent dans une organisation. Herbert Simon, donc Simon s'écrit comme Simon en français, est le père fondateur de ce qui s'appelait encore dans les années 40 le comportement administratif. Et il est tout de suite important de noter que Simon fut récompensé du prix de la Banque de Suède, qu'on appelle vulgairement le prix Nobel d'économie, qui n'est pas un prix Nobel, pour ses travaux sur la rationalité limitée, et que le même personnage fut parmi les fondateurs dans les années 50 de l'intelligence artificielle. Comment rendre compte de l'unité de la pensée d'un auteur en embrassant ces trois dimensions, le comportement organisationnel, la rationalité limitée et l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une conception cognitivo-comportementale de l'être humain, dont les soubassements sont informationnels et qui ouvre la voie à la création de techniques de manipulation et de domestication de l'homme. Détaillons tout d'abord les principes avant d'en venir à leur déclinaison opérationnelle. Rationalité limitée. Cela signifie que nos capacités cognitives ne nous permettent pas de récolter toute l'information présente dans l'environnement. On parle d'informations imparfaites ou encore d'informations asymétriques. Et que quand bien même nous y parviendrions, nous ne serions pas en mesure de la traiter pour rendre une décision optimale. On comprend que Simon s'oppose ici aux économistes néoclassiques. Mais l'on saisit également que l'intelligence artificielle a précisément pour rôle de venir combler cette lacune cognitive, d'une part en installant des capteurs artificiels qui pallient les limites de nos sens, d'autre part en créant des algorithmes capables de traiter l'information récoltée de telle façon qu'un cerveau humain ne pourrait le faire. Donc là, je n'explore pas cette branche, mais on a là la naissance du raisonnement conduisant au transhumanisme. Mais qu'en est-il du comportement administratif, rebaptisé plus tard comportement organisationnel? Eh bien, le raisonnement demeure strictement identique, alors que l'intelligence artificielle joue le rôle d'une prothèse extérieure, quand bien même elle se glisserait aujourd'hui sous notre peau. Le comportement organisationnel, quant à lui, étudie les différentes formes de prothèses internes, à savoir l'intériorisation des buts organisationnels par l'individu. En effet, une plus grande efficacité de décision est atteinte, eu égard à la performance de l'organisation, quand le salarié a internalisé les buts et les normes de cette même organisation. Ce phénomène, Herbert Simon le nomme lui-même docilité, qu'il définit comme, je cite, « la tendance à se conduire d'une façon qui est approuvée socialement et à réfréner les conduites qui vont dans un sens qui est approuvé ». Alors la docilité se nomme aujourd'hui, en langage technique et universitaire, implication organisationnelle, engagement organisationnel, citoyenneté organisationnelle, attachement organisationnel, etc. Et chez les consultants et les managers, savoir-être, agilité, mobilisation. Mais Simon s'inscrit dans une anthropologie plus générale qui fait suite au tournant cybernétique. De 1946 à 1953 se réunirent, sous l'égide de la fondation Macy, des scientifiques d'horizons divers. Je cite au passage Norbert Wiener pour les mathématiques, Warren McCulloch pour la neurobiologie, John von Neumann qui était mathématicien et informaticien, Gregory Bateson qui était anthropologue, Kurt Lewin sociologue, Heinrich von Foster lui était en biologie, etc. Ces scientifiques étaient en quête d'un fondement commun aux sciences naturelles et aux sciences humaines. Ce fondement n'est autre que l'information, conçue d'un point de vue logique, qui permet de placer sur un pied d'égalité épistémologique et ontologique l'ordinateur et l'être humain, l'artificiel et le vivant, puisque l'un et l'autre sont des machines à traiter de l'information. Dans tous les cas, des protocoles de raisonnement que l'on nomme programmes ou encore algorithmes permettent de traiter l'information issue de l'environnement. Cette notion de programme allait non seulement connaître du succès chez les philosophes postmodernes, je pense à Jacques Derrida, mais également structurer tout un pan des sciences humaines qui joue un rôle tout à fait central dans la domestication de l'homme. Regardons-y de plus près. Le groupe Bateson, donc du nom de l'anthropologue Gregory Bateson, qui était l'époux d'une autre anthropologue qui s'appelait Margaret Mead,
prend forme dès 1953, donc juste à la fin des conférences Macy, et réunit John Wickland, Jay Haley, William Fry et Don Jackson. Notons qu'une fois le financement initial épuisé, le projet fut sauvé par les subventions de la fondation Macy, qui finança les conférences Macy, par le Fund for Psychiatry et par le National Institute for Mental Health, qui avait derrière évidemment toute une visée hygiéniste, une psychiatrisation de la nature humaine et même des relations internationales. En 1959, le Mental Research Institute, donc le MRI, est créé suite au désir de Don Jackson de développer le volet thérapeutique des réflexions engagées dans le groupe Bateson. Le MRI voit alors arriver des thérapeutes, puis Paul Watzlawick en 1961, et sera lui également financé par le National Institute for Mental Health. Donc on a là ce qu'on appelle plus vulgairement l'école de Palo Alto. Le groupe initial est constitué, s'enrichit de personnalités intellectuelles éclatées en différents lieux géographiques, on parle de collège invisible, et il en ressortira des apports théoriques et pratiques largement mobilisés dans le coaching et toutes les formes d'accompagnement postmoderne. N'oublions pas de citer l'influence d'Erik Erikson, qui est à l'origine des techniques d'hypnose qui seront reprises effectivement dans les techniques d'accompagnement. Mais où retrouvons-nous Bateson dans les années 60 ? Dans les murs de l'Institut Esalen. Je ne sais pas si vous connaissez cet institut. Je cite ici Vernet. Bien des idées et des pratiques du New Age naîtront autour d'une ferme située à flanc de coteau entre San Francisco et Los Angeles, à Big Sur, dans le haut lieu californien d'Esalen. En cette Mecque mythique du Verseau convergent à partir de 1961 des psychothérapeutes, des artistes, des scientifiques, des psychologues. Alan Watts, Arnold Toynbee, grand historien, Carl Rogers, Paul Tillich, théologien, Carlos Castaneda, J.B. Rhine, Abraham Maslow, tous célèbres dans le monde des recherches sur la conscience et le cerveau y séjournent. C'est la naissance du mouvement du développement du potentiel humain. Fin de citation. L'Institut Esalen est une nébuleuse dans laquelle se forme un syncrétisme tout à fait impressionnant entre les pratiques spirituelles les plus iconoclastes, orientalisme, théosophie, spiritisme, chamanisme, etc., et les avancées scientifiques les plus récentes, la cybernétique, qui se rejoignent dans le moule du développement du potentiel humain. En 1964, Fritz Perls s'installe en Californie et fréquente Esalen, et en devint même un des résidents permanents. Fritz Perls est à l'origine de ce qu'on appelle la Gestalt thérapie, c'est-à-dire une approche thérapeutique holiste. Il a été formé par Kurt Lewin et Alexander Bavlas, sociologues présents lors des conférences Macy que j'ai citées tout à l'heure. Viennent s'installer à l'Institut Esalen pour observer Perls, Bandler et Grinder, qui sont les deux fondateurs de la programmation neurolinguistique, la PNL. Participe également à l'Institut Esalen Eric Berne, qui lui est le fondateur de l'analyse transactionnelle, ou encore AT. Donc on a la Gestalt thérapie, PNL, AT qui naissent au même endroit dans les années 60 à l'Institut Esalen. Or, 80% des 20 premières références utilisées par les coachs dans leurs ouvrages, je fais référence ici à une étude bibliométrique qui a été réalisée, renvoient aux auteurs et aux courants que je viens de passer en revue. En d'autres termes, le vecteur contemporain de l'anthropologie et de la cybernétique n'est autre que le coaching ou plus largement les différentes formes d'accompagnement qui se développent et s'infiltrent dans toutes les sphères de la société pour soutenir la managérialisation générale de notre existence. Prenons un exemple concret issu d'un ouvrage de coaching. Celui de Véronique, 34 ans, est responsable d'une cinquantaine d'ingénieurs. Elle consulte un coach car, seule femme dans un univers masculin, elle ne supporte plus les remarques sexistes de ses collègues et voudrait être reconnue pour ses compétences. Sa demande est celle d'une adaptation. Je cite ici le livre du coach en question. C'est un verbatim de Véronique. Peut-être mieux intégrer, 3 petits points, les sentiments dans la façon dont je peux traiter avec les gens de l'entourage, enfin au niveau professionnel. Fin de citation. Dès le départ, les aspects moraux et politiques des préjugés sont écartés au profit d'une approche psychologisante, centrée sur la coachée. L'indistinction entre sujet de droit et sujet biopsychologique est ainsi établie d'entrée de jeu. Je cite, «
La perception que je renvoie aux autres m'amène à dire que je pourrais effectivement paraître plus féminine. » Fin de citation. Tout le travail de questionnement et de reformulation aboutit à remettre en question le style de management de Véronique, qu'elle qualifie de masculin, et l'invite au final à assumer sa féminité au travail. Le raisonnement sous-jacent est le suivant. Les remarques sexistes proviennent d'un style de management inadapté. Véronique doit donc changer de représentation, puis ses comportements managériaux, afin de pallier ce problème. La technicité du coaching évacue tout tiers, ici en l'occurrence par exemple celui de la dignité humaine, et réduit les situations rencontrées à leur pure fonctionnalité. Véronique est toujours reconduite à son propre cadre de référence ainsi qu'à ses croyances. C'est là le matériau sur lequel le coach agit pour que le coaché trouve une solution à ses problèmes. Mais loin que ce mouvement perpétuel n'emmène la subjectivité à se plier ou à inventer de nouvelles formes de résistance, il l'assigne constamment à la surface comportementale. Que dois-je faire pour ? Dans un va-et-vient permanent avec l'environnement. Il ne s'agit donc pas seulement de se conformer à des normes attendues, car celles-ci sont trop nombreuses et changent très vite, mais d'apprendre à apprendre, qui est la formule clé à la fois des managers et des pédagogues. Le fonctionnement cognitivo-comportemental est l'objet central de l'intervention du coaching. Le coach recherche l'adaptation, réactive ou proactive, du coaché à son environnement. Le constructivisme, entendu ici comme la capacité de l'être humain à fabriquer la réalité, justifie philosophiquement l'autofondation et la reconnaissance de la toute-puissance du potentiel des coachés. L'anthropologie qu'il propose est le levier de l'adaptation permanente des individus au régime de ce que j'appelle l'exception généralisée. Je conclus. Nous voici arrivés au terme de notre parcours qui mit en exergue la transformation du paysan, symbole de l'homme enraciné, métaphore de l'attachement à la terre en général et à une terre en particulier, en individu employable et adaptable, capable de transférer ses compétences en tout lieu. À la managérialisation de l'existence correspond ainsi un nomadisme généralisé, mais en outre une domestication d'ensemble. Que cela peut-il au fond signifier ? Domestication provient du latin domus, qui donna également domicile ou domaine, et qui signifie construction en général et maison en particulier. On pourrait en faire une traduction possible de l'oikos des Grecs, et envisager un rapprochement avec la loi de l'oikos, l'économie. Ainsi, la domestication de nos vies, qui passe aujourd'hui par le réductionnisme cognitivo-comportemental issu de la cybernétique, nous enferme dans le domaine privé et bannit la sphère publique, c'est-à-dire la possibilité de la décision politique. Ce qui se joue dans le management en dernier ressort, c'est le refus de toutes les médiations au nom d'un fonctionnalisme autoréférent. Ce sont alors toutes les institutions qui, devenant des organisations, perdent leur nature institutionnelle et ne forment plus le monde au sein duquel une histoire humaine pourrait se dérouler. Je vous remercie. C'est la fin de la conférence.